Merci de votre fidélité. Chaniwa d'Info, tentative de déstabilisation au Tchad. Des tirs nourris ont été entendus pendant un peu moins d'une heure ce mercredi 8 janvier 2025 dans le centre de la capitale tchadienne, aux alentours de la présidence et dans l'enceinte du bâtiment officiel. Au lendemain des faits, les autorités tchadiennes affirment que le calme est revenu à N'Djamena. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Et que s'est-il réellement passé hier soir dans la capitale tchadienne? Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé puisque quand on entendait au départ les coups de feu, les premières informations qui étaient données, y compris par des officiels tchadiens, c'était qu'un groupe lourdement armé est en train d'attaquer le palais présidentiel. Immédiatement, on a pensé à du tout un coup d'État. Certains officiels même, y compris la presse tchadienne, citant en ce moment des sources de renseignement, disaient que c'était un peloton de Boko Haram qui était en train d'attaquer le palais présidentiel. Bon, quelques instants après, il y a le ministre des Affaires étrangères qui a parlé à partir du palais présidentiel, qui dit, bon, il n'y a plus de problème, tout est réglé. Il est intervenu également par la suite au niveau de la télévision, en disant que bon, la situation est maîtrisée, ce qui était quand même vrai, il n'y avait plus de coups de feu et autres. Ce qui était curieux maintenant dans ce qu'il disait, il disait que c'est des jeunes venus d'un quartier, des drogués, des va-nu-pieds, qui sont venus attaquer avec des couteaux et des machettes. Ça pose problème parce que quand des gens attaquent avec des couteaux et des machettes, est-ce que ça demande une riposte qui va prendre un temps aussi long pour pouvoir vaincre cela? Ça a vraiment posé question, de sorte que, bien que ça soit la version officielle qui a été servie, le procureur également s'est prononcé aujourd'hui avec une version qui n'est pas loin en disant qu'on va chercher qui se cache derrière cette affaire-là. Mais au niveau du Tchad, vous avez des opposants qui s'interrogent. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé le fameux coup d'État, si on peut l'appeler ainsi, au niveau de la RDC, quand on est allé attaquer le président du Parlement et un palais présidentiel qui était vide. Et cette question qui revient encore une fois, des jeunes armés de couteaux, de manchettes, mais comment ont-ils réussi à pénétrer un bâtiment officiel hautement sécurisé? Selon le ministre des Affaires étrangères, Koulamala, il dit que les gens sont arrivés avec une voiture, une Dina, les voitures 15 places, et arrivés devant, ils ont fait semblant d'avoir une panne au niveau de la voiture. Et qu'ils sont descendus, ils ont attaqué par surprise les gardes qui étaient devant. Ils sont rentrés au niveau du palais présidentiel. La version également pose question parce que tout le monde sait que le Tchad est dans une situation d'insécurité à cause d'un certain nombre de groupes armés qui sont là, qui ont déjà effectué des descentes vers N'Djamena avant que Déby Fils ne soit au pouvoir. Tout le monde sait qu'il y a Boko Haram qui est là. Et dans ces conditions, il est clair que la sécurité du président de la République doit être un souci extrêmement important pour les militaires tchadiens. Maintenant, comment des gens armés de couteaux parviennent à neutraliser et même tuer parmi la garde qui était au niveau de la porte et à rentrer dans le palais, ça fait partie des interrogations que les gens se posent, puisque la sécurité du président de la République, c'est la première chose dont on doit s'occuper dans un pays. C'est trop facile de dire que la voiture est venue s'arrêter devant la présidence et puis ils sont rentrés. On attendait la déclaration du procureur, mais au finish, il n'a pas apporté grand-chose par rapport à cet incident. En attendant, le porte-parole du gouvernement confirme que 19 personnes sont mortes, dont 18 assaillants, et qu'il s'agissait de jeunes qui viennent d'un quartier, donc comme vous le disiez, de N'Djamena, et qui sont issus d'une communauté tchadienne. Et quel a pu être leur mobile? Est-ce qu'un tel scénario s'était déjà produit auparavant dans le pays? Non, ils n'ont pas connu ce genre de scénario. D'habitude, c'est plutôt les groupes armés, le FACT en particulier, qui faisaient ces grosses opérations, puisque leur opposition par rapport au président de la République ne fait l'objet d'aucun doute. Sur le bilan, ils sont arrivés à 20 actuellement, puisqu'il y avait 18 parmi les assaillants, 6 blessés parmi les assaillants, 1 militaire et 3 blessés parmi les militaires. Un des blessés militaires a succombé. Oui. On est à 20 décès actuellement.
Maintenant, quel mobile, ça fait partie du problème parce que je ne sais pas pourquoi le ministre des Affaires étrangères a parlé aussitôt. Parce que imaginez des jeunes, j'allais dire de rien du tout, parce que c'est ce qu'il a expliqué en donnant les détails sur ces jeunes, qui se lèvent pour venir attaquer le palais présidentiel. Dans un pays encore comme le Tchad, où le président lui-même est un militaire, c'est un maréchal, un pays qui n'a pas fini de faire la guerre. Tout récemment, le président était sur le front pour combattre Boko Haram avec les militaires. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de ces jeunes pour qu'ils viennent attaquer le palais présidentiel? Ça, il faut dire que je n'ai pas du tout été convaincu par ce que le ministre des Affaires étrangères a dit, parce que des jeunes ont beau être désœuvrés, ils ont beau être ce que l'on veut. Quand on s'attaque, ce n'est pas au palais présidentiel qu'on s'attaque, surtout pas dans un pays comme le Tchad, où on connaît la réponse des militaires. Mais qu'on se rappelle ce qu'il a fait avec son propre cousin pratiquement, où on est venu bombarder le siège, le tuer. Et quand on a vu que ça va être bizarre, on a mis sur les réseaux sociaux, on est venu raser complètement le bâtiment. Qu'on se rappelle de Imini Omar Mahamad Saleh, qui a disparu depuis 2008, un opposant tchadien jusqu'à présent, aucune trace. Mais si ces jeunes-là sont des Tchadiens, ils connaissent parfaitement bien la réponse des militaires tchadiens quand ils ont l'impression que le président de la République est menacé. Je ne suis pas sûr que ces jeunes-là sont venus attaquer le palais comme ça, comme on l'avait montré un peu au niveau de la RDC. Et le gouvernement écarte la piste terroriste. Le régime tchadien serait-il exposé à des risques de déstabilisation, comme il a été indiqué dans les premières heures après cette attaque? Sur le timing, il y a ce qu'on peut appeler une curiosité. On est pratiquement à la fin de la transition. L'élection présidentielle a été organisée. Elle a été contestée, il ne faut pas l'oublier, mais gagnée par le président actuel. Les élections législatives ont été organisées en fin décembre. Curieusement, jusqu'à aujourd'hui, les résultats ne sont pas tombés. Les élections régionales, législatives et locales, les résultats sont promis pour le 15 janvier. On est là, on attend. Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est la question qu'on se pose. Il y a un autre élément dans le timing, mais il vient juste d'être fait maréchal en reconnaissant, c'est ce qu'on avait dit, tout ce qu'il a fait pour le Tchad, qui lui en veut alors. L'autre élément, c'est la remise en cause des accords avec la France de façon également récente. Quand vous regardez dans tout ce timing, on s'interroge sur un Tchad qui est en train de retourner vers un ordre constitutionnel normal, entre guillemets, parce que l'opposition le conteste. Succès Masra réclame une nouvelle transition en disant que la façon dont on a terminé la transition n'est pas normale. Donc c'est le moment certainement où on s'attendait le moins à une telle attaque. Et c'est pourquoi l'explication donnée pose problème. Quel est le problème qui est là? Est-ce que c'est Boko Haram, comme cela avait été dit au départ? Quand c'est Boko Haram, c'est plausible, parce qu'on connaît ces gens avec ces attaques de façon suicidaire. Ou quand ils viennent, ils sont presque persuadés qu'ils vont mourir, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est d'attaquer et ils le font. Si ce n'est pas eux, il faut penser aux facts. Si ce n'est pas les facts, est-ce que, comme le dit le procureur, il y a des gens qui ont tenté de faire un coup d'État? Parce qu'eux, ils parlent de déstabilisation. Est-ce que des gens ont tenté de faire des coups d'État, de s'en prendre à la vie du président de la République pour prendre le pouvoir? Là-bas aussi, quand on fait le coup d'État, 25 personnes avec des couteaux, avec des machettes, vous n'avez pas pris la radio, vous n'avez rien pris. Il y a encore des clarifications à apporter dans cette affaire-là. Difficile de trouver donc des événements récents qui auraient pu conduire à cette tentative de déstabilisation au Tchad. Et quel impact donc sur la vie des populations? Sur le coup, comme d'habitude, quand il y a des coups de feu, je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience. Moi, j'en ai malheureusement fait l'expérience plusieurs fois. Au Burkina, lors d'une mutinerie avec le président Blaise Compaoré. En Gambie, quand Yahya Jammeh faisait son coup d'État, j'étais à Banjul. Bon, il faut avoir vécu ces choses-là pour comprendre ce que ça fait au niveau des populations et ce que ça fait surtout dans un pays où ce n'est pas la première fois, c'est la énième fois. Parce que ça également, c'est important. Ça fait qu'effectivement, quand les coups ont commencé, tout le monde a pris le chemin de sa maison pour aller se réfugier quelque part.
le ministre des Affaires étrangères, Koulamala, a quand même fait une bonne chose en termes de communication, en communiquant à partir du palais présidentiel, en montrant les espaces. C'était significatif. Oui, c'était important parce que c'était une façon de prouver que c'était terminé. Que la situation était sous contrôle. Oui, mais ça a permis que le lendemain, les populations ont repris leurs activités normalement. Ça, quand même, il a réussi cette communication-là, même si les explications ne m'ont pas convaincu. La communication a été réussie. Il est allé ensuite à la télévision tchadienne revenir sur les faits, parler presque devant nu-pied. Mais bon, ce côté-là reste discutable. Sur le plan politique, les élections communales, provinciales et législatives organisées en décembre 2024 devraient marquer donc la fin d'un processus en lien avec la transition, malgré les appels au boycott de l'opposition. Est-ce que le pays est toujours dans l'attente des résultats? D'abord déjà, pourquoi tant de temps pour donner les résultats de ces élections, et sur le plan politique, et quelle est la situation actuelle? Mais pourquoi tant de temps? Je me pose la question parce qu'en toute franchise, organiser des élections et avoir des résultats le même jour, c'est devenu extrêmement facile aujourd'hui. Oui. Avec les moyens modernes, aussi bien l'informatique, que tu utilises une page Excel pour compiler les résultats, tu as immédiatement, en fonction des résultats que tu obtiens, tu as les pourcentages. Bon, dans tous les pays où la liberté de la presse existe, les médias le font en publiant heure par heure les résultats qui sont publiés au niveau des bureaux de vote. Pourquoi plus de 2 semaines pour publier des résultats? Je n'ai véritablement pas la réponse. Mais l'opposition dit qu'en fait, c'est l'occasion pour faire des organisations, faire du bricolage. D'ailleurs, cette même opposition avait contesté l'élection présidentielle. Une bonne partie de l'opposition également avait même boycotté ces élections. Donc, cette opposition n'est pas dans une logique d'une transition qui est terminée. Pour eux, la transition, on a forcé la fin de la transition. C'est une fin de transition qui s'est faite au pas militaire. De sorte qu'ils ne se reconnaissent pas dedans. Quelqu'un comme Succès Masra, qui à un certain moment a été le premier ministre de Déby, réclame par exemple qu'il y ait une autre transition parce qu'il considère que c'est une parenthèse qu'il faut fermer et faire en sorte que tous les Tchadiens puissent se retrouver. Pour lui, ce qui s'est passé, ce n'est pas ce qui devait se faire. Le Boko Haram a été cité dans les premiers communiqués, c'est-à-dire que le pays est toujours exposé au danger avec la présence de ce groupe terroriste. Il y a quelques années, une collaboration avec le Cameroun avait aidé, entre autres, à repousser les djihadistes loin des territoires tchadiens. Boko Haram a été affaibli, c'est vrai, avec l'action combinée du Tchad, du Cameroun, du Niger, du Nigeria. Vraiment une action qui avait été saluée, mais c'est comme si Boko Haram est en train de reprendre du poil de la bête. Puisque, qu'on se rappelle que c'est un des prétextes utilisés pour faire de Déby Fils le maréchal. Il a dû aller au front à cause d'une attaque de Boko Haram qui avait fait des dizaines de morts au niveau de ses soldats. Tout récemment, le 4 janvier, Boko Haram a refait la même chose au niveau du Nigeria avec une attaque où pour la première fois, ils ont même utilisé des drones. Pour dire que ceux-là également sont en train de regarder comment voilà, les données sont en train de changer en matière de guerre et de se mettre malheureusement à jour. La difficulté avec les groupes armés terroristes, c'est que même quand vous affaiblissez un groupe, 10 personnes déterminées suffisent pour faire une attaque suicidaire, puisque quand la personne vient attaquer en se disant j'attaque et je meurs en même temps, en étant prêt à mettre des ceintures d'explosifs autour de sa taille, mais quand vous voulez combattre une telle personne, c'est extrêmement compliqué. Mais tant qu'on n'aura pas vaincu Boko Haram, on ne peut pas dire que le problème est réglé au Tchad. On peut constater une accalmie pendant un temps, mais si ces gens-là attaquent, on ne pourra pas dire que c'est une surprise. Et quelles mesures envisager dans ce contexte, dans cette attitude au Tchad pour assurer et aussi maîtriser la sécurité, la stabilité, maintenir la sécurité et la stabilité du pays? En fait, la sécurité d'un pays doit être le fait de tous les citoyens. Et la meilleure façon de le faire, c'est de respecter les règles et les principes. Que ce soit au moment des élections, que tous ceux qui veulent être candidats puissent être candidats. Ça évite des contestations d'élections, ça évite que des gens considèrent que vous êtes arrivé au pouvoir de façon anormale, on peut vous dégager du pouvoir également de façon anormale. Ensuite, c'est la justice. Quand vous êtes dans un pays où les gens vivent librement, les gens savent que la justice est là et que cette justice-là est indépendante,
Mais vous allez voir un pays qui se trouve dans une situation de stabilité, même s'il peut y avoir des difficultés sur le plan économique et sur le plan social. Mais s'il n'y a pas de justice, si les élections sont truquées, si sur le plan social, sur le plan économique, tout le monde rencontre des problèmes, mais il ne faut pas être surpris que quand on parle de stabilité dans ce pays, d'ailleurs, il y a un opposant qui le dit, il dit on organise des élections forcées, on fabrique les résultats et après on dit que le Tchad est une démocratie. Et il termine lui en disant tout simplement que tu votes ou tu ne votes pas, c'est la même chose. Mais quand c'est ça le sentiment de certains Tchadiens, il ne faut pas qu'on parle de stabilité. Il y a encore des choses à faire pour que ce pays se stabilise. N'oublions pas qu'il y a des groupes armés qui avaient été convoqués à Doha pour essayer de faire le pré-dialogue, qui ont quitté ce pré-dialogue. Donc il y a, à côté de Boko Haram également, des groupes armés qui sont toujours opposés de façon militaire par rapport au pouvoir qui est sur place. Et nous sommes au Tchad, le Tchad qui vient donc de mettre fin à plus de 60 ans de partenariat sur le plan militaire avec la France. Tout à fait. Le Tchad a décidé de remettre en cause les accords de défense en considérant que c'est des accords obsolètes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt des populations. Vous avez le président français qui a répondu avec sa sortie, je dirais, complètement ratée. Ce qui est intéressant, c'est que Bokel a parlé après le président français, mais sur le cas du Tchad, ce que Bokel dit est tout le contraire de ce que le Tchad dit. Parce que Bokel est très clair, il dit qu'ils se sont entendus avec le Tchad pour réduire les effectifs. Lui, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on demande aux Tchadiens de partir de façon définitive. Dans cette affaire-là, il y a quelque chose à éclairer parce que tout le monde se rappelle que Bokel était allé au Tchad et qu'on rappelle que quand on l'interrogeait au niveau de l'Assemblée nationale française, c'est exactement ce qu'il avait dit bien auparavant. Que le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Gabon, il est allé là-bas, ils se sont entendus, on va dans le sens de la diminution et de la cogestion des bases françaises qui vont plutôt avoir une coloration, j'allais dire, nationale et des soldats français. Beaucoup de contradictions finalement dans l'affaire. Mais tout à fait, c'est une affaire qui va devoir être clarifiée. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? On n'a pas encore tous les éléments, mais à force d'accusations d'un côté et de l'autre, on aura des éléments qui permettront de savoir finalement exactement qu'est-ce qui s'est passé. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis dans le décryptage.